Plus FM, il est 8 heures passées de 4 minutes. Nous retrouvons Pascal Gaultier en compagnie de son invité. Bonjour Pascal. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Nous accueillons ce matin Michel Chassier, secrétaire départemental du Front National, 41, conseiller régional, conseiller municipal et communautaire de Blois. Bonjour Michel Chassier. Bonjour. Bienvenue sur Plus FM ce matin. Vous avez tenu un point presse hier à Salbris suite au Technival. Pourquoi vous êtes-vous rendu sur place ? Je crois que c'est un événement dont on a parlé dans les médias. C'est quand même pas anodin. On parle de 15-16 000 personnes qui sont venues pendant ces 3 ou 4 jours, puisqu'il y en a qui sont encore sur site ce matin. Et oui, nous avons tenu à réagir parce que il faut bien le dire. C'est un rassemblement qui a été organisé de façon illégale. C'est le choix même des organisateurs qui le revendiquent. Ils revendiquent une certaine liberté. Voilà, oui, ils appellent ça leur liberté, mais chacun sait que la liberté de chacun s'arrête où commence celle des autres, et la liberté, ça consiste pour eux à occuper le terrain d'autrui, à perturber la circulation, à bloquer la circulation sur 2 axes, parce qu'ils se sont installés carrément sur les routes, faute de place pour bivouaquer, pour camper, obligeant les habitants qui avaient à se déplacer à faire des détours parce que les routes étaient devenues impraticables. Donc c'est moins cette manière de faire la fête que ses conséquences qui vous choquent. Eh bien, ensuite, on sait très bien pourquoi ces gens revendiquent l'illégalité. Ce n'est pas un secret que ces fêtes sont aussi l'occasion de consommation massive de drogue, y compris de drogue dure. Je ne sais pas s'il y a puisque certains font la distinction, mais y compris, je dis, de drogue dure. Je dis pas que tous les festivaliers se droguent, bien entendu, mais un nombre important. D'ailleurs, il y en a une centaine qui ont été contrôlés à la sortie du site sous l'emprise de drogue, de produits illicites. Et on sait que sur place, il y a à chaque fois une équipe, il y a un point d'accueil. Nos amis sont allés sur place, la presse l'a constaté aussi, où l'on distribue des prospectus pour expliquer aux fêtards comment se droguer proprement, entre guillemets. On leur donne des conseils. Il y a même des spécialistes, des médecins en général, qui vérifient la bonne qualité, entre guillemets, des produits qu'ils vont s'injecter. Alors, je pense que... Pour essayer de prévenir... Voilà, des accidents, de prévenir, évidemment, des drames peut-être. On prévient les drames, et aujourd'hui tout le monde se satisfait en quelque sorte du fait qu'il n'y ait pas eu d'incident grave. Tant mieux. Il y a un jeune qui a été hospitalisé en état d'urgence. Tant mieux pour lui, il s'en est tiré. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui ne peut pas être toléré, et je ne comprends pas que les autorités ne soient pas plus fermes. Ce n'est pas spécialement cette année, depuis toujours, qu'il y ait des rassemblements festifs, d'accord, à condition de respecter les riverains, de respecter la propriété et de respecter les autres. Selon vous, les autorités ne pouvaient pas ignorer l'organisation et la tenue d'un tel rassemblement ? Non, je ne pense pas. Alors c'est vrai qu'il est difficile une fois que l'affaire est enclenchée, il est difficile de s'y opposer, mais on ne rassemble pas 10, 15, 20 000 personnes comme ça, sans que ça se sache. Évidemment, l'information se fait par des réseaux sociaux, par des sites, etc. Mais précisément... Donc tout le monde était au courant, sauf Yves Le Breton, le préfet de l'Oréchère. Ah non, mais je ne dis pas cela. Je crois d'ailleurs que je lisais dans la presse ce matin que j'avais critiqué le laxisme du préfet ou de la préfecture. Ce n'est pas le cas. Moi, au contraire, je félicite les forces de l'ordre. Ça porte quel nom ? Comment vous le qualifiez alors, tout cela ? Disons que ce festival dont les organisateurs avaient décidé qu'il serait illégal, était prévu en région centre. Je pense que plusieurs sites avaient été repérés et que tout cela était sous surveillance. Le préfet de l'Indre a pris une mesure d'interdiction. Le convoi qui transportait les matériels lourds, ce qu'on appelle les sound systems, il y a des poids lourds. Il faut savoir que dans ce genre d'événement, il y a des matériels très importants qui sont mis en œuvre. Ce ne sont pas des petites sonos. C'est pas des petits sonos. Le convoi a été arrêté à hauteur de Saint-Amand-Montrond, dans le Cher. Donc, parmi les terrains
repéré. Certainement que les autorités ont considéré que c'est celui-ci qui présentait le moins d'inconvénients. Il était, quand même à une certaine distance des habitations. On était à 3 kilomètres de Salbris, il n'y a pas de riverain immédiat. Bon voilà, il y a une sortie d'autoroute à proximité. Donc certainement les autorités ont considéré que c'était le moindre mal. Bien entendu, c'est une décision qui se prend au-dessus du préfet de Loir-et-Cher, lui qui est le représentant de l'État. Et si ça s'est déroulé de cette façon, c'est que évidemment, au niveau du ministère de l'Intérieur, c'est ce qui a été décidé. À notre connaissance, le Front National est la seule formation politique à avoir réagi à cet événement. Pour quelle raison? Évidemment, ça n'a pas choqué, ça n'a pas interpellé les autres, qui laissent effectivement ces jeunes choisir donc et organiser leur fête. Oui, moi je suis étonné qu'il n'y ait pas d'autres réactions, hormis celle du maire de Salbris, bien sûr, qui est le premier concerné, car ces gens qui revendiquent encore une fois leur liberté n'imaginent pas un instant que cette liberté a un prix, et un prix qui est payé par les collectivités, c'est-à-dire par les habitants, de Salbris, de la communauté de communes, puisque 15 agents des services municipaux de Salbris ont dû être mobilisés, des agents de la communauté de communes, qui a dû mettre à disposition des moyens, des sanitaires, des bennes à ordures, faire apporter de l'eau, etc. Et ensuite, il y aura encore la collecte des déchets sur le site et aux alentours. Donc c'est le contribuable loir-et-cherien qui va payer l'ardoise. Encore une fois, c'est le contribuable qui va payer l'ardoise. Je ne sais pas s'il y aura une aide spécifique du ministère de l'Intérieur dans ce genre d'événement, mais sinon, c'est bien le contribuable qui va payer. C'est l'autorité de l'État qui est bafouée à travers cet événement? Je pense que l'État laisse faire, considère peut-être que c'est une soupape de sûreté et qu'après tout, il vaut mieux qu'un certain nombre de jeunes se défoulent comme ça ce week-end du 1er mai. Peut-être que c'est quelques centaines de personnes parmi les gens qui étaient rassemblés en Sologne qui auraient pu se trouver place de la République ou dans les rues de Paris. Vous pensez que ce sont les mêmes personnes, les Nuits debout et les teufeurs? Non, pas entièrement, non, mais je pense que dans le profil, certains le revendiquent. Moi, j'ai vu des commentaires sur notre site, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires suite à l'article que nous avons publié et qui a été relayé par un site justement des organisateurs de Technival. Et beaucoup de commentaires de jeunes disant qu'ils participent aussi éventuellement à ce genre d'événement. Mais même si c'est pas la majorité, mais je veux dire... On va vous reprocher d'alimenter peut-être la polémique, Michel Chassier. Écoutez, je crois qu'il faut dire les choses. Les habitants de Salbris et des villages environnants, je crois, on subit cela, je pense, comme quelque chose qui leur était imposé. Et comme une atteinte à leur liberté. L'état d'urgence n'est en tout cas absolument pas respecté à vos yeux. Une fois encore, comme c'est le cas place de la République, qui est occupée tous les soirs avec l'autorisation. On leur donne l'autorisation. Même on est en train quand même de revoir le dispositif, mais là encore au détriment des riverains, des habitants, des commerçants autour de la place de la République qui commencent à mal supporter ce comportement, encore une fois, de gens qui revendiquent leur liberté au détriment de celle des autres. Quel regard portez-vous sur ce mouvement Nuit debout, qui est né, qui grandit à Paris, également en province? Il y a déjà eu 2 rassemblements à Blois. Oui, je pense qu'on en voit le bout. Nous, on parlait de nuit à dormir debout, d'ailleurs, parce que ces séries de palabres, de monologues, plus que de dialogues, d'ailleurs, comme on a pu le voir, nous sommes allés, j'y suis allé personnellement au premier rassemblement qui s'est tenu à Blois. Vous avez été bien accueillis? Oh, bien, c'est beaucoup dire, mais nous sommes restés plus de 2 heures sur place. Nous n'avons pu dialoguer avec quelques personnes, certaines étaient plus fermées que d'autres, mais globalement, il était difficile de nous exclure. Dans une ville comme Blois où tout le monde se connaît, ça se serait remarqué, ça aurait fait désordre quand même. À vos yeux, c'est en tout cas pas le renouveau de la démocratie, ce mouvement Nuit debout? Non, je ne crois pas, c'est entièrement encadré, piloté. Alors ça c'est moins visible peut-être à Paris, mais
on l'a très bien vu à Blois, où les organisateurs étaient très clairement les représentants de mouvements de gauche et d'extrême gauche, hein, que ce soit les jeunesses communistes, le NPA. On a vu là quelques syndicalistes, enfin des gens, évidemment, on se connaît. Hein, donc c'était difficile de masquer, je veux dire, la réalité. Et puis ensuite, bon, nous sommes restés un petit peu au début de ces séries d'interventions, mais qui sont des séries de monologues où les gens répètent, je dirais, des lieux communs, des choses qu'on a entendues 1000 fois et qui correspondent un peu au discours dominant. Ça n'enrichit pas du tout le débat politique, culturel, intellectuel, en tout cas. Ce n'est pas au niveau, à vos yeux. Non, je ne pense pas que ça débouche sur quoi que ce soit, qu'il y ait beaucoup de propositions nouvelles. Encore une fois, on répète des choses qui sont dites depuis longtemps dans ces milieux un petit peu entre l'extrême gauche, les milieux libertaires, écologistes, c'est les mêmes. Une des premières interventions revendiquait la semaine de 20 heures. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on va redresser la France, mais j'en doute fortement. Alors parlons du 1er mai, c'était l'actualité, vous êtes là pour cela ce matin, Michel Chassier, celui de Jean-Marie et celui de Marine Le Pen. Vous étiez 35 militants du Loir-et-Cher, donc à grimper à Paris, donc pour le 1er mai, vous étiez du côté de Marine. Oui, bien sûr. Écoutez, je suis le secrétaire. Et vous n'êtes pas allé voir Jean-Marie Le Pen? Non. Je pense que ma place était logiquement, évidemment, en tant que secrétaire départemental, que président de groupe, en plus en région centre. Et c'est dommage. Je pense que cette manifestation cette presque, j'allais dire, contre-manifestation n'avait pas sa place et finalement fait le jeu de nos adversaires qui s'en réjouissent. Je pense que ça n'aura pas de suite. Hein, Ça suscite beaucoup de commentaires. Oui. Le Bureau national demande la démission, le départ de Bruno Gollnisch et Marie-Christine Arnautu. Le départ de leurs fonctions, parce que c'est des gens qui ont des fonctions. L'une est vice-présidente et quant à Bruno Gollnisch, il est membre du bureau politique. On ne peut pas effectivement être à la fois membre du bureau politique et critiquer ouvertement, alors même si ce n'est pas eux qui l'ont fait, hein, mais ils ont participé à un rassemblement où on trouvait beaucoup de gens... Revendiquant une certaine fidélité à Jean-Marie Le Pen. Oui, mais fidélité, il y a des gens très curieusement qui participaient à ce rassemblement, qui ont des gens qui ont attaqué pendant des années Jean-Marie Le Pen et qui maintenant le soutiennent, parce que effectivement ça permet de gêner, ou pense-t-il que ça permet de gêner le Front National. Donc il y a des gens au cours de ce rassemblement qui ont tenu des propos hostiles à la présidente du Front National et évidemment qui font le jeu encore une fois de nos adversaires. Donc quand on est un responsable, quand on est membre du bureau politique, quand on a des fonctions ou quand on est un élu simplement du Front National, on ne peut pas participer à ce genre de manifestation. C'est pas donc voilà, il faut en tirer les conséquences. Oui, alors Jean-Marie Le Pen prévoit néanmoins un revers électoral pour sa fille au présidentiel 2017. Dès le premier tour, peut-être. Donc il n'y va pas de main morte. Il ne mâche pas ses mots, Jean-Marie Le Pen. Oui, mais enfin, je crois que je ne sais pas sur quoi il peut se fonder pour faire ce genre de prédiction. Depuis 4 élections, je l'ai déjà dit, nous avons progressé régulièrement, y compris dans des élections très difficiles. Donc, dans les circonstances étant ce qu'elles sont, il est un peu tôt pour connaître évidemment le résultat, pour savoir ce qui va se passer au début de l'année prochaine. Les présidentielles ne se jouent jamais avant le mois de janvier, février, quelquefois mars. Ça se joue toujours très tard. Il y a beaucoup de pronostics qui ont été déjoués jusqu'ici, mais on sait qu'il y a quand même une vague de fond qui nous porte, une progression et des événements, une situation générale qui nous donne raison et qui conforte nos analyses et nos solutions. Donc vous êtes plutôt confiant, vous, à 1 an de l'échéance. Dans 1 an, on sera en plein dans l'élection présidentielle. Oui, et d'ailleurs, les sondages, qui restent des sondages, disent tous régulièrement jusqu'ici que Marine Le Pen sera au 2e tour. Hein, et dans l'état actuel des Républicains, de la droite et du centre, enfin où leur primaire est de plus en plus compliquée, on arrive à 14 ou 15 candidats, je crois, devant l'état de la gauche.
on voit mal comment, d'ailleurs, on pourrait empêcher Marine Le Pen d'être au deuxième tour. Donc l'affaire Jean-Marie Le Pen, c'est un épiphénomène. Il ne faut pas, à vos yeux, lui donner plus d'importance qu'il n'en mérite et plus d'écho. Non, il faut pas donner trop d'importance. C'est regrettable. J'espère que quand même Jean-Marie Le Pen finira par se rendre à la raison. Il se trompe de combat. Mais je ne pense pas que c'est un grand écho. Ça n'a pas un grand écho, en tout cas, auprès, je pense, de nos électeurs ou de nos adhérents, qui le regrettent. Mais je ne pense pas que c'est davantage de conséquences. On l'a vu encore une fois aux dernières élections, au mois de décembre, où nous avons fait un score historique. Vous êtes intervenu dimanche, donc à la tribune, donc pour évoquer le rôle des élus Front National dans les régions. Qu'avez-vous dit, Michel Chassier? Bien, j'ai insisté justement sur le rôle des élus locaux, que ce soit les élus régionaux ou de nos élus municipaux également, qu'il ne faut pas oublier. Parce que nous n'avons pas malheureusement pu emporter de région en décembre dernier, pour les raisons que l'on connaît, cette alliance de fait des socialistes et des républicains. Le Front républicain. Voilà, et où Manuel Valls est allé jusqu'à s'aborder ses propres listes dans 3 régions. C'est-à-dire au mépris même de ses propres électeurs, qui n'avaient plus le choix au deuxième tour, alors qu'ils pouvaient se maintenir. Et donc ils ont choisi, Manuel Valls a choisi de faire élire des candidats qu'il avait combattus au premier tour. Je ne crois pas que ça soit tout à fait conforme à l'idée qu'on peut se faire de la démocratie. Mais ils avaient peur d'une chose, c'est que nous puissions gérer 1-2 régions, et non seulement gérer, mais bien gérer, et faire donc la démonstration que nous étions capables de diriger des régions, et demain que Marine Le Pen serait capable de gérer la France. Nous avons fait cette démonstration dans les villes FN, où on avait prédit, tous les observateurs là aussi avaient prédit que ça serait la catastrophe. Or 2 ans après maintenant, non seulement on constate que ce n'est pas le cas, mais on constate que dans les villes qui ont été gagnés en 2014 par le Front National, nous avons gagné des voix d'élection en élection. Donc si les gens étaient mécontents de leur maire, on ne gagnerait pas, on a gagné plus de 10 points dans ces villes où on a fait 50% municipales, on fait maintenant 60 parfois aux élections départementales ou régionales. Donc ils avaient vraiment peur que l'on puisse faire cette démonstration. Ils nous en ont empêchés, et j'ai insisté précisément dans mon intervention pour dire que c'est à nous, les élus régionaux, au Conseil régional, de faire la preuve que dans l'opposition, nous sommes des élus crédibles, sérieux, des élus qui travaillent, qui font des propositions, qui font des critiques. C'est le cas en région centrale de Loire, plus que peut-être l'opposition républicain, UDI, centre. Mais je crois que Guillaume Pelletier, qui est le président de leur groupe, de l'Union de la droite et du centre, a peut-être été surpris, parce que c'est quelqu'un qui est habitué aux médias et à une certaine forme de communication. Mais là, quand on est dans l'Assemblée, c'est fini. On ne fait pas de la communication, on fait un véritable travail. Et je crois que notre groupe a été, depuis le début, jusqu'ici, il y a eu 2 sessions plénières, beaucoup plus performants que le sien. Nous avons présenté d'ailleurs, par exemple, au débat budgétaire, nous avons présenté des amendements, une 30aine d'amendements, alors que il n'a pas été à même d'en présenter un seul. Et nous intervenons régulièrement. Nous avons 17 élus. Eh bien, sur les 17, il y en a déjà 15 qui sont intervenus dans les sessions plénières. Nous intervenons sur tous les sujets. Nous sommes présents en commission et actifs. C'est assez extraordinaire. Nous avons 2 élus, par exemple, en commission en formation permanente, qui travaillent, qui cherchent, dont une est vraiment un peu spécialiste de la question. Et quand elle pose des questions au président en commission, elle n'arrive pas à avoir de réponse, au point que le président leur a avoué une fois, mais écoutez, je ne m'attendais pas à ce que vous me posiez ces questions. C'est embêtant, des élus qui posent des questions. Ça veut dire que sur le terrain, dans les régions, dans les départements, dans les villes, le Front National aujourd'hui a des relais, a des candidats, pour
prendre les responsabilités le cas échéant. Je pense, nous sommes plus ou moins bien implantés selon les régions et les départements, mais je crois qu'en région centre, nous avons un très bon groupe dont je suis fier d'être président, qui fait un très bon travail depuis le début de la mandature. Il faut que nos électeurs le sachent, que leur vote a été utile et que leur parole est portée au sein de cette assemblée. C'est notre rôle aussi de relayer au niveau municipal, comme à Blois et ailleurs, et je crois que c'est ainsi que le Front National peut se faire connaître et se montrer sous son vrai visage, loin des caricatures et des procès d'intention qui nous sont faits au niveau national. Et effacer ce plafond de verre qui vous empêche aujourd'hui finalement de remporter les élections? Oui, mais bien sûr, vous savez, quand on regarde la progression que l'on a fait récemment, cette expression, moi, ne semble pas d'actualité. On a dit la même chose, et Steve Briouat le rappelait à la mairie d'Hénin-Beaumont. À l'élection précédente, en 2004, au deuxième tour, il avait échoué à 49,5%. On avait dit oui, c'est le plafond de verre. Au deuxième tour. Et la fois d'après, au premier tour, il a fait plus de 50%. Donc, vous voyez, il n'y a pas... Je ne crois pas qu'il y ait un plafond de verre et que nous avons encore des marges de progression, c'est certain. Les prochaines échéances électorales, c'est donc 2017, les présidentielles puis les législatives. Vous auriez pour mission de procéder à des préinvestitures à l'occasion de ce printemps. C'est en cours Oui, c'est en cours. Nous n'avons pas encore annoncé évidemment nos candidats, mais il y a un processus de désignation qui est en cours, y compris en Loir-et-Cher, avec la difficulté de la parité. En plus, dans un département où le nombre de sièges est impair, donc ça demande aussi des arbitrages régionaux, parce que pour respecter la parité, dans un département où il y a 3 circonscriptions, c'est difficile. Oui, il faudra arbitrer avec un autre département impair aussi, soit avec le Cher ou l'Indre-et-Loire, que pour arriver à respecter globalement la parité sur la région. Mais c'est en cours et nous sommes présents. Nos candidats, quand ils seront préinvestis, commenceront ils sont déjà, même s'ils ne sont pas préinvestis, ce sont forcément évidemment des élus locaux, des cadres, des gens qui sont déjà présents et qui sont actifs. Mais je crois qu'ils vont être encore plus actifs ces prochains mois. Voilà, donc à l'occasion de ces campagnes électorales. Vous ne craignez pas que la primaire de la droite et du centre, peut-être la primaire à gauche, même si peu de gens y croient véritablement, fasse de l'ombre, monopolise effectivement l'attention médiatique? Non, je ne crois pas. Je pense que c'est au contraire cette pléthore de candidats, c'est cette bataille d'ego en fait, parce qu'ils se battent plus pour être candidats sans programme, parce que je vois qu'un des lieutenants d'Alain Juppé a écrit un livre pour critiquer notre programme. Nous avons du mal à critiquer le sien, il n'en a pas. Il n'en a toujours pas, je ne sais pas s'il en aura un. Et effectivement, nous sommes les seuls à avoir un programme et à le chiffrer. Et nos adversaires s'amusent à le critiquer. Alain Juppé a déjà écrit 2 livres sur l'éducation, sur l'État régalien. Oui, mais c'est des généralités, mais on n'a toujours aucune mesure. Oui, non, on connaît leur façon de faire pour essayer de rassembler. Ils disent le moins de choses possible. Bon. Donc à suivre. Merci Michel Chassé d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée, à bientôt. Plus FM. La radio. Votre radio locale. Plus FM. Du Loir-et-Cher.